Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dédié uniquement à de l'actualité. On va commencer par des actualités déjà présentées, que ce soit des restylages ou des nouveaux modèles. Et à la fin de cet épisode, on parlera évidemment de quelques spy shots, c'est-à-dire des véhicules encore camouflés qui sont sur le point d'être dévoilés mais qu'on ne connaît pas encore à 100% dans leur version définitive. Allez, c'est parti, action! Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'actualité qui est tombée très récemment. On va parler en effet de la nouvelle Peugeot 308 SW. Après la version compacte qui a été présentée il y a quelques semaines, on passe maintenant à la version break, c'est-à-dire SW. Contrairement à l'ancienne où ça c'est un petit sac à dos entre guillemets posé sur l'arrière d'une 308, ici Peugeot a fait en sorte de travailler beaucoup mieux le design de manière à rendre tout ça beaucoup plus joli et beaucoup plus harmonieux. Ainsi, la voiture va avoir un arrière beaucoup plus travaillé, on va avoir des hanches beaucoup plus saillantes avec un épaulement, si vous regardez au niveau de l'arrière, beaucoup plus marqué, ce qui donne un côté très agressif à la voiture. On va avoir également un très grand béquet arrière qui va servir à mon avis pour l'aérodynamisme et donc pour des questions de consommation et de pollution, donc à mon avis ça doit jouer sur le malus. D'ailleurs, sur des plans où on a pu voir le haillon ouvert, on voit cet énorme béquet qui ressort. Moi, personnellement, je trouve qu'il rajoute une ligne très plongeante, ce qui donne un petit côté presque un peu comme un petit peu des shooting breaks de chez Mercedes, qui est très sympa à mon goût. Également, on peut voir que le haillon s'ouvre en fait de manière très basse, ce qui est assez sympa, je trouve, ce qui fait que le seuil de chargement est très bas, ce qui est quand même un bon point pour un break. C'était quand même une chose qui se voyait un petit peu moins, surtout à l'heure actuelle où on fait beaucoup de SUV avec des seuils de chargement assez hauts, ce qui fait que c'est pas forcément très pratique. Là, la 308 conserve un seuil de chargement très bas, ce qui en fait une très bonne référence dans la catégorie. Peut-être le seul détail qui nous choquerait visuellement, je trouve, c'est la profondeur au niveau de la plaque d'immatriculation. Je trouve que la plaque d'immatriculation est peut-être un petit peu trop rentrée dans la carrosserie. D'un autre côté, ça donne un petit côté sportif, un petit peu agressif. Moi, personnellement, c'est un aspect qui me plaît pas mal. Autre élément qu'on peut reconnaître à l'arrière, c'est les phares qui sont repris de la version compacte. Alors, si on regarde bien précisément au niveau des lignes de la carrosserie, les lignes ne sont pas tout à fait dans l'axe des griffes du phare. Je pense que cela s'explique pour toujours garder cette ligne par rapport aux épaulements, ce qui fait que ça élargit un petit peu l'arrière, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un peu mieux intégré plutôt que si l'arrière venait se fermer comme si c'était la version compacte. En termes de chiffres, la voiture passe au-dessus de la barre des 4,60 m pour atteindre les 4,64 m, ce qui fait une progression en termes de centimètres de 6 cm. Quant au volume de coffre, on atteint la barre des 608 litres. Bon, ça c'est dans la version 100% thermique puisqu'on va perdre un petit peu de capacité dans les versions hybrides puisqu'il va y avoir les batteries qui vont être stockées dans le coffre. En termes de propositions sur le catalogue au niveau des motorisations, on va être très proche de ce qui est proposé sur la compacte, c'est-à-dire quelques essences. Il me semble qu'il y aura un seul diesel et des versions hybrides et hybrides rechargeables, ou en tout cas pour l'instant uniquement hybrides rechargeables. Personnellement, je trouve que cette 308 est beaucoup mieux réussie que la version d'avant. D'ailleurs, on peut voir l'évolution des 308 breaks. Je vous mets ici les trois incrustations des différents modèles. On voit que déjà de la première à la deuxième, c'est déjà un grand pas en avant. Et je trouve que de la deuxième à la troisième, maintenant, on affirme le style break un petit peu à la manière de la 508 SW que je trouve assez jolie, contrairement aux précédentes. Cependant, je mettrai quand même un bémol, je trouve qu'elle est moins réussie esthétiquement à l'arrière que la version Pro Seed GT de chez Kia, qui pour moi est vraiment la référence en termes de break généraliste sur le design. Je ne vous ai pas parlé ni de l'intérieur ni de l'avant, puisque vous vous en doutez, on reprend exactement la même chose que sur la 308 compacte, c'est-à-dire le capot très plongeant à l'avant et rallongé, puis l'intérieur avec les nouveaux interfaces graphiques avec le iCockpit 3D, la petite réglette tactile en dessous de l'écran, etc., etc. Pour l'instant, les prix ne sont pas encore dévoilés. Je pense qu'on sera pas beaucoup plus qu'une version compacte. À mon avis, on sera aux alentours de 1000-1500 € supplémentaires avec une version équivalente de la compacte. Ensuite, on passe en Allemagne, on quitte la France pour un constructeur allemand, on passe chez le constructeur à l'étoile, c'est-à-dire Mercedes. Mercedes a en effet dévoilé un restylage sur sa Mercedes AMG GT 4 portes. Je sais, le nom est un petit peu à rallonge. Bon, en réalité, le restylage est très léger. Esthétiquement, il me semble qu'il y a uniquement les prises d'air qui évoluent. Il y a la possibilité d'avoir le Night Package
à l'extérieur, c'est-à-dire les inserts décoratifs qui passent en noir, ce qui est plutôt sympa. Et à l'intérieur, ce qui change, c'est principalement le volant, puisqu'il va y avoir la doublure des branches du volant pour reprendre un petit peu ce qu'on a pu voir sur les nouvelles classe E et classe S. Toujours chez les constructeurs allemands, on parle de la marque de Stuttgart. Pour les connaisseurs, vous aurez compris que je vais vous parler de Porsche, qui a dévoilé une déclinaison, si je puis dire plutôt, de sa 911. On a vu récemment la 911 GT3 que j'ai eu l'occasion de configurer dans un épisode précédent de la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller checker dans la chaîne, dans les vidéos déjà publiées, vous retrouverez la configuration que j'avais décidé de choisir sur cette 992 GT3. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander gentiment de vous abonner, d'activer la cloche de notification, me dire en commentaire quelle actualité vous a le plus plu et le modèle que vous êtes le plus impatient d'attendre dans les mois ou les jours qui viennent, sachant que très prochainement va arriver une prochaine Ferrari. Bon, revenons sur notre Porsche. Cette fameuse GT3, du coup, c'est la version qu'on connaissait déjà. Porsche a ainsi dévoilé la GT3 Touring. Pour faire simple, ça marche exactement comme sur la 991 où l'appellation a été inaugurée. On prend la GT3 et on retire juste l'aileron arrière. Alors moi j'aurais préféré presque qu'on garde le petit ducktail qu'il y a sur la GT3. Du coup ça va pas être conservé, on va avoir une ligne plus type 911 classique qui rend encore la 911 GT3 Touring un slipper incroyable, ce qui moi perso est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Côté moteur, on garde la même chose que la GT3, c'est-à-dire 510 chevaux, 470 Nm de couple et un 0 à 100 3,4. En termes d'actualité, maintenant chez BMW, la marque Alelis a présenté 3 nouveautés, pas vraiment des grosses nouveautés, mais bon, elles valent le coup quand même de s'y attarder un tout petit peu. En effet, la marque a présenté les nouveaux X3 et X4 restylés. Évidemment, les déclinaisons M auront le droit également à cette restyling entre guillemets. Bon, à noter que c'est surtout une modernisation des modèles, c'est pas très flagrant non plus comme chez Mercedes. C'est une marque allemande, on va pas tout révolutionner au moment du restylage. Pour faire simple, on a des nouvelles optiques, surtout sur le X3 à l'arrière qui dorénavant sont en 3D et en relief, ce qui fait que c'est assez sympathique. Moi personnellement j'aime bien, en plus il y a pas mal de contraste entre le rouge, une couleur un petit peu plus foncée au centre et la barrette du milieu complète qui fait ressortir beaucoup je trouve les contrastes. On va avoir des boucliers un petit peu modernisés, un peu moins anguleux, à l'image un petit peu du X3. iX3 pardon, donc la version électrique du X3 qui a été présentée il n'y a pas très longtemps. Et à l'intérieur on va reprendre l'infotainment qu'on a pu voir notamment sur les nouvelles M5 série 5 LCI, c'est-à-dire restylé, avec ce grand écran central de plus de 15 pouces il me semble. Sinon pas de grands changements, on va pas encore adopter la nouvelle catégorie, enfin nouvelle phase, nouvelle génération de cockpit chez BMW qu'on a pu voir avec le iX. Mais pour l'instant, on est sur une base entre guillemets dans la suite des événements. Côté motorisation, comme les diesels l'étaient sur les phases 1, avec des micro d'hybridation 48 volts, tous les essences désormais vont être hybrides 48 volts. Alors, c'est pas une grosse hybridation, ça vous permettra pas de rouler en 100% électrique, mais par contre, on va avoir un gain de pollution au niveau de la pollution, c'est-à-dire qu'on va être moins polluant et consommer moins. Et dans tout ce qui est phase de relance, notamment depuis l'arrêt, il me semble qu'il y a un petit moteur électrique, un alterno-démarreur, il me semble plutôt, qui permet de lisser tous les moments où le moteur est en grosse consommation, c'est-à-dire au moment de la mise en mouvement du véhicule. En termes de motorisation, le X3 commence à 150 chevaux, donc ça c'était comme avant, et le X4 lui commence avec la gamme du dessus, c'est-à-dire en 20 IUD, c'est-à-dire avec 184 chevaux. Concernant l'hybridation, pour l'instant, seul le X3 aura le droit à la version hybride rechargeable. Le X4 pour l'instant ne l'a pas. Autre nouveauté chez BMW, il s'agit de la série 4 Grand Coupé. Il y a quelques temps, je vous ai parlé de la i4, la version électrique de la série 4 Grand Coupé. Et bah, je vous avais dit Grand Coupé. Bon, elle n'était pas encore sortie, on pouvait se douter qu'il allait y en avoir une vu que c'était dans la logique de la gamme. On avait déjà vu donc la i4 en électrique, et bah là c'est exactement la même, mais en thermique. Donc on va avoir la calandre un petit peu différente, on va avoir le bouclier arrière en bas qui va laisser place à des pots d'échappement. Et pareil, l'intérieur va reprendre exactement ce qu'on a pu voir sur les X3 et X4 restylés, rien de bien nouveau. Sinon on garde toujours cette grosse calandre qui de plus en plus je trouve se fond dans la masse. Au départ ça faisait un grand débat, maintenant je trouve que ça rentre un petit peu dans les mentalités et elle
moi elle me choque presque plus du tout, juste peut-être sur les coupés pour l'instant, sur les versions entrée de gamme où elle n'est pas très bien intégrée, mais sinon à voir sur les berlines, peut-être que ça rendra un peu mieux. Sur cette série 4 Grand Coupé, j'aimerais juste vous dire que version de présentation a vraiment une configuration que j'apprécie pas mal. On a un espèce de rouge à l'extérieur et avec un cuir noir, ce qui est assez contrastant. Et franchement, pour une fois, je suis assez content des couleurs de lancement d'un modèle chez BMW, parce que je suis pas toujours très fan de ce qu'ils peuvent proposer. Mais là, c'est vraiment une configuration très bien réalisée. Bugatti a dévoilé la toute nouvelle, ou en tout cas toute dernière version de la Chiron. On sait qu'elles ne sont pas vraiment nouvelles, c'est des petites touches à chaque fois qui font des éditions un petit peu spéciales. Ici, la voiture va s'appeler Chiron Super Sport. Alors, elle prend 25 cm de longueur. On va voir donc l'arrière un petit peu modifié qui reprend la version long tail entre guillemets. L'avant est aussi un petit peu plus agressif avec une sorte de kit carrosserie qui est assez sympa. Le moteur, donc le W16 de 8 litres de cylindrée, toujours le même, toujours avec 4 turbos. Cette fois, il prend quand même un petit peu plus de chevaux. On va être à 100 de plus qu'une Chiron standard, c'est-à-dire qu'on atteint la barre des 1600 chevaux et le 0 à 200 est maintenant abattu en 5,8 secondes et le 0 à 300 est effectué en 12,1 secondes, ce qui est quand même très rapide. Bon, le prix, on est au-delà des 3 millions d'euros, exactement le prix d'entrée, c'est-à-dire sans la foultitude de personnalisation, elle atteint les 3,2 millions d'euros. Chez Volkswagen, il s'agit d'un nouveau modèle, il s'agit du nouveau Multivan. Donc vous savez, c'est le modèle chez Volkswagen qui est basé sur historiquement le combi. Donc depuis, il y en a eu tout un tas de générations et là le nouveau se base notamment sur le nouveau design du Volkswagen Caddy, donc la version type Kangoo en termes de segment de chez Volkswagen. Et il reprend un petit peu l'idée des nouveaux styles qu'on a pu voir notamment sur la Golf, la ID3 ou encore la ID4. Voilà, je n'ai pas plus d'informations à vous donner, vous cherchez sur Instagram, normalement dans les stories, si vous avez été abonné à mon compte qui est disponible dans la description, vous avez vu toutes les actualités nécessaires pour voir ce nouveau Multivan. Pour la dernière actualité sur les véhicules généraux entre guillemets, on part chez Lexus. Alors le constructeur a dévoilé le nouveau NX. Alors, c'est pas si flagrant que ça que c'est un nouveau modèle. Les phares à l'avant sont un petit peu plus simples, donc un petit peu plus harmonieux je trouve dans le design. On garde la même face avant, à peu près. Par contre, ce qui change, c'est l'arrière. On va retrouver, ce qui est assez à la mode en ce moment, la nouvelle signature lumineuse avec une barre LED comme ça à l'arrière. Bon, ils ont fait le même choix que chez Mercedes avec le EQA, c'est-à-dire de mettre le logo Lexus en dessous de cette fameuse barre LED. Ce que je trouve honnêtement pas terrible. Je trouve que ça descend le design, ce qui est... Perso, j'aime pas trop. Je préfère quand le logo se retrouve au-dessus, ce qui fait qu'un petit peu plus d'angle. Je trouve ça un peu plus sympa, je trouve ça fait un peu plus harmonieux et moins lourd à lire entre guillemets sur le design. Cependant, même si l'extérieur est assez discret, l'intérieur lui par contre va changer pas mal. On va avoir l'apparition de la nouvelle interface multimédia qui est enfin arrivée. Ça faisait un moment que Lexus avait besoin de renouveau, surtout à l'intérieur. On a un grand écran maintenant tactile. C'est parmi les plus grands disponibles sur le marché derrière Volkswagen. Il va intégrer Android Auto, Apple CarPlay et normalement une simplification des fonctionnalités et de l'ergonomie. C'est enfin un grand pas franchi par Lexus, mais je pense que pour le bien des ventes, c'était quand même nécessaire et obligatoire. Côté motorisation, rien de bien exceptionnel vu que de toute façon, le Lexus NX repose sur le Toyota RAV4, donc il va reprendre exactement les mêmes motorisations, c'est-à-dire soit un hybride rechargeable. Fini les constructeurs généralistes ou même un petit peu premium avec BMW ou encore
Mercedes ou encore Porsche, on part maintenant chez les préparateurs. On commence par Mansory qui s'est attaqué à la Porsche Taycan. Alors plutôt le Porsche Taycan. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est comme ça que le service de chez Porsche veulent qu'on l'appelle. Donc le Taycan est passé dans les mains de Mansory, je vais pas y arriver, et a ajouté, comme d'habitude, comme la spécialité de la maison, a ajouté du carbone partout. Alors, faut aimer le carbone, faut aimer les préparateurs. Je trouve que c'est moins tortueux que ce que Mansory a l'habitude de faire. C'est un petit peu plus harmonieux, je trouve, et en respect avec le design établi à la base par Porsche sur la voiture. Personnellement, c'est pas forcément quelque chose qui me rebuterait à installer sur un Taycan. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez déjà vu la vidéo dédiée au Apt RS6R et Apt RS7R, c'est-à-dire les déclinaisons tunées limitées à 120 exemplaires des RS6 et RS7 de chez Audi. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous le mets en fiche et je vous donne l'occasion d'aller le visionner à la fin. Pour l'anniversaire du préparateur Apt, ils ont décidé de préparer une version encore plus hardcore de la RS6R. Stylistiquement, il n'y a pas grand chose qui change, à part les jantes qui sont plus grosses et plus musclées. Personnellement, d'ailleurs, c'est un jeu de jantes que j'apprécie particulièrement. Cependant, ils ont réduit le lot de fabrication par 2, c'est-à-dire qu'on va passer à 64 modèles qui vont être produits et vendus. Et par contre, le V8 4 litres de base de la RS6 qui fait 600 chevaux passe à 800 chevaux, c'est-à-dire un gain de presque 200 chevaux, ce qui est quand même énorme. On se parle quand même de plus de 33% d'augmentation en termes de puissance. C'est du coup tout bonnement une voiture qui explose tous les records en termes d'accélération et de reprise. Dernier préparateur qui a eu une actualité récemment, il s'agit de StarTech. Peut-être que vous ne connaissez pas StarTech. En fait, StarTech, c'est une filiale de Brabus qui s'occupe des autres marques autres que Smart et Mercedes. La StarTech, c'est orienté sur le Land Rover Defender, donc nouvelle génération, donc qui a été présenté il y a environ 2 ans. Et là, ils ont entre guillemets rendu le petit de la gamme, c'est-à-dire la version 3 portes, beaucoup plus agressif. Alors, il y a un nouveau kit carrosserie qui a été installé, ce qui fait qu'on a une plastique beaucoup plus bodybuildée. Et en plus, ils ont retiré la roue de secours à l'arrière. À la place, ils ont apposé le monogramme StarTech en gros, juste en dessous en forme de blason, le drapeau de l'Union Jack. Autre élément marquant de modification, le préparateur a utilisé des jantes Monostar E de 23 pouces. Ça commence à être un gros diamètre. Je trouve que ça remplit bien les arches de roue, ça va plutôt bien avec l'ensemble du design. Autre modification, il s'agit des amortisseurs, ce qui fait que l'ensemble de la carrosserie et du véhicule va être descendu de quelques millimètres, exactement de 34 mm. Et la dernière modification effectuée par le préparateur est au niveau du bruit. En effet, ce Defender n'a pas encore des moteurs exceptionnels, mais une voiture préparée se doit d'avoir un bruit agréable. Ils ont ainsi installé le module Sound XTRA, donc Extra, qui permet d'avoir une sonorité artificielle sous la voiture, mais qui est beaucoup plus sympathique que les moteurs de base qui sont quand même très aphones sur les nouvelles voitures et notamment sur ce nouveau Defender qui possède notamment un filtre à particules. Alors, maintenant, on va passer dans la catégorie des Spy Shots. On va commencer par Mercedes qui a laissé entrevoir les futures Mercedes SL que voici sur ces photos-là, ou encore les prochaines Classe C en version cabriolet que voici juste ici. Audi a également laissé fuiter ses RS3 berline et Sedan, encore camouflés. Alors sur le côté, on peut voir l'ordre d'allumage du moteur 5 cylindres qui confirme que le RS3 va bien posséder les 4 motrices accouplées au 5 cylindres avec l'ordre d'allumage qui est toujours 1, 2, 4, 5, 3. Et évidemment, il n'a toujours pas d'hybridation au grand plaisir de nos oreilles. Alors cependant, j'y mettrai peut-être un bémol sur le fait qu'il n'y ait pas d'hybridation. Même si en tant que passionné d'automobile, je suis d'accord qu'il n'en faut pas forcément pour prendre du plaisir,
notamment sur ce genre de voiture. Seul problème, la législation française, notamment la fiscalité française qui va faire que la voiture va être très chère à mon avis en termes de malus et va être quasiment invendable et je pense pas qu'on en voit beaucoup sur nos routes ou en tout cas immatriculé en première main directement en France. Autre info qu'on peut avoir sur cette RS3, c'est le mode drift à l'image de la Golf 8R qu'on a pu voir déjà précédemment qui a été présentée. Audi a laissé sous-entendre via des photos de ces RS3 en glisse que ces fameuses RS3 auraient le mode drift elles aussi. Chez Maserati, un modèle qui a plus de 2 ans de sa sortie a commencé à rouler sur les routes. Il s'agit de la Maserati Gran Turismo qui serait normalement dévoilée durant le deuxième semestre de l'année 2022. Chez BMW, des SpyShot ont fuité sur les X8M. Alors je dis X8M parce que d'après plusieurs sources concordantes, il n'y aurait en réalité que des versions badgées entre guillemets M, c'est-à-dire X8M ou MX8 en 50i ou 50D, on ne sait pas encore exactement, donc avec un petit traitement M Performance. Alors, normalement, il devrait reposer sur la base du X7, mais dans une version plus coupée ou en tout cas plus luxe à l'image que peut l'être un GLS chez Mercedes. Chez Renault, c'est pas vraiment un SpyShot, enfin en tout cas, c'est pas un véhicule définitif, donc je l'inclus dans cette catégorie-là. Il s'agit de la future Mégane. Ça y est, Renault a définitivement annoncé que la Mégane serait un SUV. Notamment, on peut le voir avec ces images-ci. Et on peut du coup regretter que cette voiture ne soit plus une compacte. Alors, d'un autre côté, la Mégane est assez légitime pour changer de catégorie et de segment sans pour autant changer de nom. Puisque pour rappel, la toute première génération était en réalité un coupé. Ensuite, ça est devenu une berline, il y a eu une déclinaison plus sedan, il y a eu des déclinaisons break, donc pourquoi pas maintenant passer au SUV. Franchement, personnellement, ça ne me choque pas que le nom Mégane soit désormais associé à un SUV. Même si, bon, comme d'habitude, ça fait encore beaucoup de SUV dans le marché actuel. A voir d'ailleurs si le Kadjar aura toujours sa place dans la gamme, puisque je trouve que de positionner la Mégane en tant que SUV et en ayant le Koleos au-dessus, je suis pas certain que le Kadjar soit encore très légitime dans la gamme. D'ailleurs, peut-être qu'à terme, ça va venir remplacer le Kadjar. Enfin, dernier SpyShot, c'est pour vous laisser en haleine pour la prochaine vidéo qui arrive très très bientôt, c'est-à-dire d'ici normalement 48 heures. Il y a la nouvelle Ferrari, nom de code F171 qui devrait arriver. Alors, je sais, elle n'aura pas le V8 comme on aurait pu l'avoir notamment sur les F8 Tributo, ni non plus de V12 comme on peut avoir sur les 812 Superfast ou GTS, etc. Là, on va parler d'un moteur un petit peu downsizé, c'est-à-dire V6, et en plus qui sera équipé de micro-hybridation. Un petit peu à l'image de la McLaren Artura qu'on a pu découvrir il y a quelques temps, elle devrait chasser exactement sur cette aire-là. Donc je serais très curieux de voir ce que va donner le design final et de voir la position qu'elle va avoir dans la gamme. Pour cela, je vous donne rendez-vous très prochainement dans la semaine pour une vidéo exclusive et uniquement dédiée à cette voiture. Du coup, pour ne pas la rater, activez bien la cloche des notifications en sélectionnant toutes les notifications pour être sûr de vraiment rien rater. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à laisser un pouce bleu pour augmenter le référencement de la vidéo et pour qu'on soit encore plus nombreux à partager ensemble ce bout d'aventure YouTube entre guillemets. Je te donne rendez-vous du coup dans 48 heures normalement pour une prochaine vidéo sur la nouvelle Ferrari. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine.